Les États-Unis n'ont pas simplement emprunté un avion britannique. Ils ont pris une machine déjà pleine de limites, trop courte, trop exigeante. Et ils ont essayé d'en faire une arme capable de survivre là où une aviation classique aurait perdu sa piste, son carburant et parfois sa raison d'exister. Le paradoxe du Harrier commence là. Il promet une liberté presque impossible pour un avion à réaction. Décoller sans longue piste, surgir depuis un pont réduit, se poser sur une base avancée, repartir avant que l'ennemi comprenne d'où venait l'attaque. Mais cette liberté a une condition brutale. Pour l'obtenir, il faut accepter qu'un seul moteur devienne à la fois le cœur, les jambes et le point faible de tout l'appareil. L'idée naît en Grande-Bretagne, dans un monde de guerre froide où les bases aériennes ne sont plus seulement des lieux de départ, elles deviennent des cibles. Une piste éventrée, quelques cratères bien placés, des dépôts de carburant en flammes, et même les meilleurs appareils peuvent rester au sol, inutiles, alignés sous un ciel qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est dans cette peur que le Harrier prend son sens. Les Britanniques ne cherchent pas seulement un avion original, ils cherchent une réponse à une question presque désespérée. Que reste-t-il de l'aviation militaire quand l'aérodrome disparaît ? Le Harrier répond avec une audace froide. Il peut décoller court, parfois verticalement, utiliser des routes, des terrains improvisés, des navires plus petits que les grands porte-avions américains. Ce n'est pas une fantaisie technique, c'est une manière de disperser la puissance aérienne, de la cacher, de la rendre moins facile à détruire au premier coup. Mais l'appareil qui fascine les stratèges inquiète aussi les pilotes. Sa silhouette compacte, ses entrées d'air massives et ses tuyères orientables racontent déjà son prix. Toute sa magie repose sur le Pegasus, un moteur capable de diriger la poussée vers le bas ou vers l'arrière. Dans la réalité, c'est une négociation permanente avec le poids, la chaleur, le vent, le carburant et la marge d'erreur. Chaque kilo de bombe réduit la liberté promise. Chaque litre de carburant rend le décollage plus exigeant. Chaque mètre gagné sur la piste est payé ailleurs. Quand le corps des Marines des États-Unis observe cette machine, il ne voit pas seulement ses défauts. Il voit une possibilité qui correspond presque parfaitement à sa manière de faire la guerre. Les Marines ne veulent pas dépendre entièrement des grandes bases de l'US Air Force, ni attendre qu'un porte-avions géant soit exactement au bon endroit. Leur obsession, c'est la proximité. Être près des troupes au sol, frapper vite, se poser près de la ligne de front, transformer une zone sommaire ou un pont de navire en point de départ d'une attaque. Pour eux, le premier Harrier américain, la V-8A, a quelque chose de précieux. Il permet à une force expéditionnaire de transporter avec elle une partie de son propre ciel. Mais très vite, une vérité s'impose. La machine sait faire l'extraordinaire, mais pas assez longtemps, pas assez lourdement, pas assez loin. Face aux appareils d'attaque plus conventionnels, elle emporte moins, va moins loin, et oblige toute la mission à être pensée autour de ses limites. Le Harrier peut surgir là où les autres ne peuvent pas, mais une fois en l'air, il reste prisonnier de son propre compromis. C'est ici que la décision américaine devient dangereuse. Au lieu d'abandonner l'idée, les ingénieurs et les militaires choisissent de l'agrandir. Ils veulent un Harrier qui frappe plus fort, qui reste plus longtemps en mission, qui transporte davantage d'armes, qui donne aux pilotes une meilleure visibilité et qui utilise mieux le carburant. En clair, ils veulent prendre une machine déjà bâtie sur un équilibre fragile et lui demander d'être plus ambitieuse dans presque toutes les directions à la fois. Ce futur appareil deviendra l'AV-8B Harrier 2. Mais avant de devenir un symbole, il est d'abord une équation presque hostile. Si l'on ajoute du carburant, l'avion gagne en endurance, mais perd de la marge au décollage. Si l'on ajoute des armes, il devient plus utile au combat, mais plus lourd dans la phase où il est le plus vulnérable. Si l'on agrandit l'aile, on améliore la portance, mais on change le comportement de l'appareil. Rien n'est gratuit. Les Marines acceptent pourtant cette logique, parce que leur guerre idéale ne commence pas depuis une base parfaite. Elle commence souvent dans la boue,
la poussière, le sel, sur un pont d'assaut ou une piste trop courte. Là où d'autres avions demandent une infrastructure, le Harrier promet une présence. Dans un conflit moderne, cette présence peut valoir autant que la vitesse. Un appareil qui décolle près des hommes qu'il doit soutenir peut arriver plus vite qu'un avion plus puissant parti de très loin. Cette question va hanter toute la naissance du Harrier II. Derrière la silhouette spectaculaire du jet qui monte presque droit dans l'air, il y a des budgets qui tremblent, des gouvernements qui hésitent, des ingénieurs qui reprennent leurs calculs, des pilotes d'essai qui découvrent que la promesse d'un avion libre cache une discipline impitoyable. Le monstre n'est pas encore né, mais l'idée qui va le créer est déjà là. Si les pistes peuvent mourir dans les premières heures d'une guerre, alors il faut un avion qui n'ait pas besoin d'elle pour commencer à se battre. Le plus dangereux dans cette histoire n'est pas que les Américains aient voulu améliorer le Harrier, c'est qu'ils aient cru pouvoir corriger ses faiblesses sans toucher à la promesse qui le rendait unique. Un avion ordinaire peut devenir plus lourd, mieux armé, puis réclamer une piste plus longue. Le Harrier, lui, n'avait pas ce luxe. S'il perdait sa capacité à partir de presque n'importe où, il cessait d'être le Harrier. Au début des années 1970, cette contradiction devient impossible à ignorer. Le premier Harrier a prouvé qu'un jet pouvait vivre autrement, mais il ne suffit plus aux besoins américains. Les Marines veulent une machine capable de soutenir des troupes débarquées loin des grandes bases, d'emporter une charge sérieuse et de revenir sans transformer chaque mission en pari contre la jauge de carburant. La réponse paraît simple, créer une seconde génération. En 1973, le programme est lancé avec une ambition brutale. Il ne s'agit pas de repeindre l'ancien appareil, ni de lui ajouter quelques instruments modernes. L'objectif est de doubler la charge utile et d'augmenter le rayon d'action, tout en conservant le décollage court ou vertical. Dans une salle de réunion, cette phrase tient sur une page. Dans un hangar, elle devient un problème d'une violence mécanique. Le moteur prévu, une version plus puissante du Pegasus, doit donner à l'appareil le souffle nécessaire pour porter davantage. Mais la poussée n'efface pas tout. Plus l'avion emporte de carburant, plus il devient difficile à arracher du sol. Plus il emporte d'armes, plus la marge au-dessus du pont ou de la piste raccourcie devient étroite. Les ingénieurs peuvent redessiner l'aile, déplacer les masses, alléger certaines structures. Ils ne peuvent pas abolir la gravité. C'est là que le projet montre son vrai visage. Le Harrier II ne naît pas dans une ligne droite. Il naît dans les hésitations, les budgets coupés, les désaccords entre alliés et les craintes d'un appareil trop cher pour une promesse encore trop incertaine. En 1975, le gouvernement britannique se retire. Les besoins de la Royal Air Force ne justifient pas l'effort financier. Ce retrait frappe au mauvais moment. Les États-Unis ne veulent pas payer seuls une aventure aussi risquée et le programme est arrêté. Pendant un instant, le futur monstre disparaît presque avant d'avoir existé. Sur le papier, la décision semble raisonnable. Pourquoi insister sur un avion subsonique et coûteux alors que d'autres appareils peuvent aller plus vite, emporter plus lourd et s'appuyer sur des doctrines éprouvées? Mais cette question oublie ce qui obsède les Marines. Les autres avions peuvent être meilleurs dans un ciel parfait, avec une base intacte, des pistes longues et du temps pour organiser les sorties. Le Harrier répond à une guerre où la piste est trop courte, le navire trop petit, l'urgence trop proche, et la distance entre les soldats et l'appui aérien trop longue. Après l'arrêt officiel, les industriels continuent. Hawker Siddeley travaille sur une aile plus grande, capable de donner à l'appareil davantage de portance. McDonnell Douglas pense déjà à une machine adaptée aux Marines, moins britannique dans son emploi, plus américaine dans sa manière de frapper. C'est une tentative de sauver le concept en le transformant assez pour qu'il survive aux critiques, mais pas assez pour qu'il perde son âme. En 1976, le département américain de la Défense autorise la reprise des travaux. 2 AV-8A sont modifiés pour devenir des prototypes YAV-8B. On ne construit pas encore une flotte,
On cherche d'abord à savoir si l'idée peut tenir debout avec plus d'ailes, plus de carburant, plus d'ambition, et toujours cette exigence déraisonnable de décoller court. Le premier vol du prototype, en novembre 1978, ne règle rien d'un seul coup. Les essais montrent des résultats encourageants pour la charge, le rayon d'action et les performances de décollage court. Mais ils révèlent aussi plus de traînées que prévu. Ce n'est pas un détail, c'est une main invisible qui tire l'avion en arrière, mange l'énergie et oblige les calculs à redevenir prudents. Derrière une traînée trop élevée, il y a une mission plus courte. Derrière quelques centaines de kilos de plus, il y a une arme qu'il faudra peut-être laisser au sol. Derrière une marge réduite au décollage, il y a un pilote qui sentira la différence au pire moment, quand l'appareil quittera une surface trop courte avec trop peu de vitesse pour pardonner. Malgré cela, le projet reçoit un premier contrat de développement à la fin des années 1970. Entre 1978 et 1980, la marine américaine et le département de la Défense tentent encore plusieurs fois de tuer le programme. Le Harrier 2 ne s'impose pas parce que tout le monde y croit, il survit parce que ses défauts semblent moins graves que l'absence d'une telle capacité. En 1981, British Aerospace revient dans le projet. Les Britanniques apportent l'héritage technique du Harrier, les Américains imposent l'urgence opérationnelle des Marines. À ce stade, l'avion a cessé d'être une idée fragile pour devenir une machine que l'on ne peut plus ignorer. Ce n'est pas le parcours d'un programme évident, c'est le parcours d'un besoin que personne ne parvient à enterrer. Pour comprendre pourquoi le Harrier 2 a fasciné autant de militaires et inquiété autant de pilotes, il faut oublier son image spectaculaire. Ce n'est pas seulement un avion qui monte droit dans le ciel, c'est une machine qui demande à la physique de céder pendant quelques secondes, puis qui oblige le pilote à payer la facture. Au centre de tout, il y a le Pegasus. Pas deux moteurs, pas une architecture confortable avec de la réserve partout, mais un seul cœur mécanique chargé de presque tout faire. Il aspire l'air, le compresse, le brûle, puis répartit sa poussée vers 4 tuyères orientables. Quand elle pointe vers l'arrière, le Harrier se comporte comme un jet classique. Quand elle bascule vers le bas, l'avion cesse presque d'être un avion et devient une masse suspendue à son propre souffle. C'est là que la beauté de l'idée devient inquiétante. Sur un appareil conventionnel, l'aile prend progressivement le relais pendant la course au décollage. La vitesse augmente, l'air commence à porter, le pilote sent la machine devenir légère. Sur le Harrier, surtout dans les phases les plus courtes, cette transition se concentre dans un espace minuscule. L'avion doit passer du poids mort à la portance utile sans disposer de la longue marge d'une piste classique. Le moteur ne propulse pas seulement la machine, il la tient. Chaque détail compte alors d'une manière presque cruelle. La température de l'air change la poussée disponible, l'altitude réduit la densité de l'air. La chaleur qui remonte du sol peut perturber le flux sous l'appareil. Une charge trop ambitieuse peut transformer un décollage impressionnant en calcul dangereux. Le Harrier 2 n'est pas fragile parce qu'il serait faible. Il est fragile parce qu'il fonctionne près d'une frontière que les autres avions évitent. Les ingénieurs américains et britanniques le savent. C'est pour cela que l'AV-8B n'est pas simplement un AV-8A renforcé. Il reçoit une aile nouvelle, plus grande, plus efficace, conçue pour offrir davantage de portance et de carburant. Son fuselage est revu, sa structure intègre des matériaux composites, sa cabine est relevée pour donner au pilote une meilleure vue vers l'avant et vers le bas. Ces choix paraissent froids. En réalité, chacun répond à une peur concrète. Une meilleure aile, c'est plus de marge quand l'avion quitte une piste courte avec des réservoirs pleins. Une cabine plus haute, c'est une chance de mieux voir le pont, le sol, l'angle, la dérive, la zone où la moindre erreur se transforme en choc. Des matériaux plus légers, c'est une arme de plus sous l'aile, quelques minutes de vol supplémentaires ou un peu moins de pression au décollage. Mais l'amélioration crée son propre piège. Plus le Harrier 2 devient utile, plus on veut lui demander davantage. On lui confie des bombes, des missiles, des réservoirs, des nacelles,
puis plus tard des systèmes de vision nocturne et, sur certaines versions, un radar plus puissant. L'avion, qui devait être une solution légère pour des bases avancées, devient une plateforme de combat beaucoup plus sérieuse. Chaque progrès augmente la tentation de l'utiliser plus près du danger. Dans le cockpit, cette tension n'est pas théorique. Le pilote ne gère pas seulement une trajectoire, il gère l'énergie, le souffle, le poids, la température, la position des tuyères et la vitesse à laquelle l'avion accepte de redevenir un avion normal. Les commandes doivent être précises, mais la précision ne suffit pas si la préparation au sol a été mauvaise. Un calcul de masse trop optimiste, une météo sous-estimée, une surface trop chaude, une trajectoire mal anticipée, et le Harrier rappelle que sa liberté n'était jamais gratuite. Ce qui rend la machine encore plus particulière, c'est son environnement naturel. Un chasseur classique aime les pistes longues, les équipes nombreuses, les hangars, les procédures stables. Le Harrier 2 est pensé pour vivre ailleurs, sur des navires d'assaut, des terrains avancés, des zones où la poussière, le sel et la fatigue travaillent contre les mécaniciens. Sa force opérationnelle vient de cette proximité avec la guerre terrestre. Mais cette proximité use les hommes autant que les pièces. La version Night Attack, puis le Harrier 2 + changent encore la nature de l'appareil. Avec une meilleure avionique, une vision vers l'avant dans l'infrarouge et des capacités plus modernes, la machine peut frapper de nuit avec plus de précision et entrer dans des missions trop limitées pour le premier Harrier. Là encore, le progrès étend le domaine du possible, et donc le domaine où l'on peut exposer l'appareil et son pilote. C'est pour cela que l'AV-8B ne peut pas être raconté comme une simple réussite technique. Il est une réussite parce qu'il transforme un concept britannique audacieux en outil militaire plus complet. Mais il reste dangereux parce qu'il ne supprime jamais la dette initiale. Il donne aux Marines un avion plus fort, plus clairvoyant, plus lourdement armé, plus capable de rester dans la bataille. En échange, il exige une discipline presque intime avec la machine. À ce stade de l'histoire, le monstre a pris forme. Il n'est pas monstrueux parce qu'il est incontrôlable, il l'est parce qu'il rend possible ce que les autres appareils refusent, tout en faisant sentir à chaque décollage que la possibilité elle-même a un prix. L'Amérique n'a pas domestiqué le Harrier, elle l'a rendu plus nécessaire et donc plus difficile à abandonner. La guerre ne juge pas un avion comme un salon aéronautique. Elle ne s'intéresse pas à l'élégance d'une aile, ni à la beauté d'un décollage vertical devant des caméras. Elle pose une seule question, plus froide que toutes les brochures. Quand des hommes au sol appellent à l'aide, l'appareil peut-il arriver assez vite, frapper assez juste, puis revenir vivant ? En janvier 1991, cette question tombe sur l'AV-8B Harrier 2 avec toute sa violence. Pendant des années, on l'a présenté comme la réponse des Marines à un problème que les autres forces contournaient. Comment fournir un appui aérien sans dépendre d'une grande base parfaitement installée ? Maintenant, la théorie disparaît. Il y a le désert, la fumée, les batteries irakiennes, les colonnes blindées, les unités au sol qui avancent dans un espace immense où chaque retard peut coûter des vies. Le Harrier 2 entre dans la guerre du Golfe avec une réputation étrange. Il n'est pas le plus rapide, il n'est pas le plus lourdement armé, il n'a pas l'aura d'un grand chasseur de supériorité aérienne, mais il apporte autre chose, la proximité. Et dans une guerre où les Marines veulent avancer avec leur propre couverture aérienne, cette proximité vaut presque une arme supplémentaire. Le 17 janvier 1991, quand l'opération aérienne commence, le Harrier 2 reçoit son premier vrai baptême. Un appel d'appui vise de l'artillerie irakienne. Ce n'est pas une cible spectaculaire, pas une scène de duel dans le ciel, pas une victoire que l'on raconte avec des drapeaux. C'est le travail dur de l'aviation d'attaque. Trouver la menace qui frappe les hommes au sol, descendre dans une zone dangereuse, larguer, remonter, puis recommencer. C'est précisément là que l'appareil révèle son utilité. Un avion parti de loin peut être plus puissant,
mais il arrive avec le poids de la distance. Le Harrier, lui, peut être placé plus près de la ligne d'effort, sur des navires d'assaut ou des bases avancées. Il ne remplace pas toute l'aviation américaine. Il comble un vide que les Marines connaissent trop bien, l'instant où une unité au sol ne demande pas l'avion parfait, mais l'avion disponible maintenant. Pendant le conflit, 86 AV-8B accumulent des milliers de sorties et plus de 4000 heures de vol. Ces chiffres ne racontent pourtant qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque rotation, il y a des équipes qui réarment, qui ravitaillent, qui inspectent des cellules exposées au sable et à la chaleur. Il y a des pilotes qui reviennent avec peu de temps pour absorber ce qu'ils viennent de voir. Il y a une machine conçue pour être près du front, et donc condamnée à vivre plus près de ses dangers. Le désert n'est pas un terrain neutre. La chaleur réduit les marges, la poussière pénètre partout. Les surfaces improvisées punissent les trains d'atterrissage et les moteurs. Les armes, les réservoirs et le carburant transforment chaque décollage en calcul. Dans un manuel, le Harrier 2 est un avion d'attaque subsonique à décollage court et atterrissage vertical. Sur le terrain, c'est un compromis recalculé à chaque mission, parce que la guerre ne donne jamais deux fois les mêmes conditions. Et plus l'appareil prouve qu'il est utile, plus on lui demande de s'approcher. C'est le piège de toutes les machines efficaces. Le Harrier 2 peut opérer là où d'autres appareils hésitent, alors on l'envoie là où l'urgence est la plus forte. Il frappe des positions d'artillerie, soutient les unités de Marines, attaque des objectifs tactiques, revient sur des plateformes où les mécaniciens ont parfois moins d'espace et moins de confort qu'une grande base aérienne. Sa liberté opérationnelle devient une charge de travail permanente. Ce n'est pas une légende propre. Les Harrier ne traversent pas la guerre comme des silhouettes invulnérables. Leur mission les expose. Ils volent dans des profils où le sol est trop proche, où les défenses antiaériennes peuvent surgir, où une simple erreur de navigation ou d'identification pèse lourd. Le Harrier 2 ne triomphe pas parce qu'il échappe au risque. Il devient important parce qu'il accepte un risque que sa doctrine rend nécessaire. Pour les Marines, ce résultat est décisif. L'avion a été contesté, menacé par les budgets, critiqué pour ses limites, parfois regardé comme une survivance bizarre d'une idée britannique trop audacieuse. Mais dans le Golfe, il démontre que l'expéditionnaire n'est pas un mot abstrait. Cela signifie qu'un appareil peut suivre la force, se rapprocher d'elle, réduire le délai entre la demande et la frappe, et donner à une unité isolée la sensation qu'elle n'est pas seule sous le ciel. À la fin de cette première grande épreuve, l'avion n'a pas seulement prouvé qu'il pouvait combattre, il a prouvé que sa logique avait une place. Mais cette place n'était pas confortable. Elle était étroite, chaude, bruyante, dangereuse, construite au bord du front. Le monstre que les Américains avaient façonné à partir d'une idée britannique ne dominait pas le ciel par la vitesse ou par la majesté. Il le faisait d'une manière plus inquiétante, en apparaissant là où un avion à réaction n'aurait jamais dû être attendu. Après le Golfe, on aurait pu croire que l'histoire du Harrier 2 était réglée. L'avion avait prouvé qu'il n'était pas seulement une curiosité britannique transformée par les Américains. Il avait été utile, disponible, proche des troupes, exactement comme les Marines l'avaient espéré. Mais une machine qui gagne sa place dans la guerre ne gagne pas la paix. Elle gagne seulement le droit d'être envoyée encore plus souvent là où les autres solutions semblent trop lentes ou trop lourdes. C'est ce qui arrive au Harrier 2. Dans les années qui suivent, il ne disparaît pas dans une vitrine. Il continue au-dessus de l'Irak, puis dans les Balkans, en Afghanistan, à nouveau en Irak, en Libye. À chaque fois, le décor change, mais la même logique revient. On ne l'appelle pas parce qu'il est le plus rapide du ciel. On l'appelle parce qu'il peut partir d'un navire d'assaut, d'une base avancée, d'un endroit qui n'a pas été construit pour ressembler à une grande base aérienne. Sa force reste la même, être là avant que l'absence d'appui devienne une catastrophe. Cette présence a pourtant un coût qui ne se voit pas dans les images. Un Harrier qui revient de mission ne revient pas seulement avec moins de carburant et moins d'armes. Il revient avec de la chaleur dans les structures, du sel sur les pièces, de la poussière dans les recoins, des contraintes répétées sur une cellule qui vit une carrière difficile. Les équipes au sol travaillent dans l'ombre de l'avion, loin de la partie spectaculaire. Elles vérifient, réparent, recommencent.
Elles savent qu'un détail ignoré peut devenir une urgence dans les secondes les plus lentes d'un décollage court ou d'un appontage vertical. C'est là que la légende devient plus humaine. Le Harrier 2 a souvent été raconté comme un appareil de liberté, mais les hommes qui l'ont servi connaissaient surtout sa discipline. Il fallait calculer la masse, lire la météo, surveiller la température, comprendre la piste, anticiper le vent, écouter le moteur. La machine donnait beaucoup, mais elle ne pardonnait pas l'arrogance. Elle récompensait la rigueur et punissait l'habitude. Les versions modernisées prolongent cette tension. Le Night Attack Harrier donne aux Marines une capacité plus sérieuse dans l'obscurité. Le Harrier 2+ ajoute un radar et ouvre davantage de possibilités. L'avion devient plus précis, plus utile, plus intégré dans la guerre moderne. Mais plus il devient capable, plus on prolonge son service. Et plus on prolonge son service, plus la question silencieuse revient. Combien de temps une idée aussi exigeante peut-elle rester en première ligne ? La réponse n'est pas simple, parce que le Harrier 2 n'est ni un échec, ni une perfection. C'est un compromis qui a survécu parce qu'il répondait à un besoin réel. Les Marines ne voulaient pas seulement un avion d'attaque, ils voulaient un avion qui change la relation entre le sol et le ciel. Avant lui, l'appui aérien dépendait souvent d'une distance, d'une base, d'une chaîne de commandement et de temps. Avec lui, l'idée devient plus directe. L'aviation peut accompagner la force, se poser plus près d'elle, repartir avec elle, vivre dans son rythme. Ce principe dépasse l'avion lui-même. Quand le F-35B arrive pour prendre la suite, il ne détruit pas l'héritage du Harrier, il le confirme. La furtivité, les capteurs et la puissance moderne appartiennent à une autre génération, mais l'idée centrale reste là. Un appareil capable d'opérer depuis des navires plus petits, des zones dispersées, des points que l'ennemi ne peut pas neutraliser aussi facilement qu'une grande piste connue à l'avance. C'est peut-être cela, la vraie victoire du Harrier 2. Il n'a pas rendu les pistes inutiles, il a rendu leur absence moins paralysante. Il n'a pas supprimé le danger, il l'a déplacé, concentré, rendu acceptable pour une doctrine qui avait besoin d'être proche du combat. Les Américains pensaient emprunter une invention britannique et l'améliorer. En réalité, ils ont transformé une idée fragile en un avertissement stratégique. Dans une guerre moderne, le ciel appartient aussi à celui qui peut décoller depuis les marges. Si cette histoire vous a fait regarder le Harrier 2 autrement, laissez un j'aime et dites en commentaire si vous voyez en lui une machine de génie ou un compromis trop dangereux. Et si vous voulez d'autres récits d'aviation où la technologie, la guerre et le prix humain se croisent, abonnez-vous à la chaîne. Le monstre n'était donc pas monstrueux parce qu'il portait la plus grosse charge ou volait le plus vite. Il l'était parce qu'il obligeait l'aviation à quitter son confort. Il prenait l'idée d'un avion dépendant de sa piste et la retournait contre tout le siècle. Le Harrier 2 a vécu au bord de ses limites, mais c'est précisément là qu'il a changé quelque chose. Il a prouvé qu'un avion pouvait commencer la guerre depuis un pont, une route, une base sommaire, un endroit que personne n'aurait choisi pour faire décoller un jet. Et cette preuve, une fois donnée, ne pouvait plus être oubliée.